Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va plonger dans un film totalement barré et qui est passé totalement inaperçu à sa sortie. Et pourtant, il avait de quoi marquer les esprits parce que, croyez-moi, c'est sans doute le film le plus gênant dans lequel a joué Nicolas Cage. Alors, prêt pour un grand moment de malaise? C'est parti! Nicolas Cage, c'est un nom que tout le monde connaît, celui de l'une des étoiles les plus célèbres d'Hollywood. Acteur caméléon, il a connu des sommets avec des films comme Living Las Vegas, pour lequel il a remporté un Oscar, et puis les cultissimes Volte-Face et The Rock, ou encore le jouissif Les Ailes de l'Enfer. Dans les années 90, le mec était réellement une méga star. Mais la carrière de notre star n'a pas été sans embûches. Parce que dans les années 2000, après une série de cartons au box-office, Nicolas Cage a enchaîné les flops monumentaux, finissant par se mettre à jouer dans des dizaines de films à petit budget destinés au marché de la vidéo. Et s'il a fait ça, c'est parce qu'il était dans une situation financière calamiteuse. Nicolas Cage, il a en effet une fâcheuse tendance à faire des dépenses extravagantes, et du coup, il a fini par se retrouver sur la paille. Pour rembourser ses dettes, il accepte alors presque tous les rôles qui lui sont proposés, ce qui donne naissance à une période très prolifique de sa filmographie, mais d'une qualité, disons, très variable. On le retrouve dans des films de troisième zone improbables, parmi lesquels le blockbuster évangéliste Le Chaos, l'infâme thriller de SF The Humanity Bureau, et bien sûr, le film qui nous intéresse aujourd'hui, Between Worlds. Et le truc, c'est que, bien que ces films soient nazes, lui, il est toujours bon. Même dans la pire des daubes, il donne toujours tout, il s'investit à fond, et quand on est fan de lui, ce qui est mon cas, on en a toujours pour notre argent. Mais bon, ça faisait vachement mal au cœur de voir son talent gâché dans des films de troisième zone. Et fort heureusement, récemment, il a su redorer son blason avec de très belles performances dans des films bien plus intéressants et qualitatifs comme l'excellent Mandy, l'étonnant Pig, le délirant Dream Scenario, le très arty Long Legs ou encore la comédie d'action Un talent en or massif. Mais malgré tout, il y a des trucs qu'on n'oublie pas. Et c'est le cas du très déroutant Between Worlds qui s'appelle chez nous Possession et qui n'a vraiment rien à voir avec l'excellent film du même nom de Zulawski avec Isabelle Adjani et Sam Neill en tête d'affiche. Between Worlds sort en 2018, réalisé par une cinéaste débutante, Maria Poulera. Le casting, il a l'air prometteur parce qu'en tête d'affiche, on a l'actrice allemande Franka Potente que j'ai personnellement adoré dans Cours la cour, Creep et Anatomie. Et puis, bien sûr, on a le grand Nicolas Cage. D'ailleurs, il paraît que le film a reçu une standing ovation lors d'une avant-première au Texas. Alors, quand on le lance, on se dit que ça va être incroyable. Et ça l'est, mais pas forcément dans le bon sens. Dès les premières minutes, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Nicolas Cage déboule dans la peau d'un routier au look de biker avec de longs cheveux gras, des Santiago en peau de serpent et d'énormes bagues à chaque doigt. Un personnage qui, en somme, a l'air d'un poivreau tout droit sorti d'un PMU et qui sera constamment crado tout au long du film. Quand Between Worlds commence, Nicolas Cage est tranquillement en train de chiller dans une station-service lorsqu'il entend de l'agitation dans les water. N'écoutant que son courage, il fonce voir ce qui se passe, il défonce la porte des cabinets et sauve une femme qui est en train de se faire étrangler. Et là, il sort une punchline. We don't hurt women down south. Oh, please stop! Stop! Oh, shit! Mais la femme, Julie, n'a pas l'air ravie de son intervention. What did you do? I saved you. No, you screwed it all up! La tonalité est donnée, ce film sera rempli de dialogues absurdes et de moments déstabilisants. Un peu plus tard, Julie demande à Nicolas Cage s'il a une famille et sa réponse est assez inattendue. Oops, they're dead. Julie demande ensuite à Nick de l'emmener à l'hosto car sa fille est dans le coma. Sur la route, Julie annonce à Nick, Joe, qu'elle a un étrange pouvoir. Elle est capable de communiquer avec les âmes des défunts et de les guider lorsqu'elle frôle la mort par strangulation. Elle lui explique que quand elle était ado, elle est morte quelques minutes après être tombée sous la glace d'un lac et que depuis, elle a le pouvoir, lorsqu'elle est à 2 doigts de mourir, de sortir de son corps et de communiquer avec les âmes errantes qui sont à
proximité. Joe accepte cette révélation pas banale avec un flegme déconcertant, comme si c'était un truc totalement normal. On a alors une première scène où Joe doit étrangler Julie dans un escalier pour qu'elle puisse sauver sa fille Billy, qui est en état de mort cérébrale. Alors cette scène est déjà très bizarre, et pourtant, c'est que le début. Ensuite, Julie s'en va dans le monde des esprits et elle sauve sa fille Billy. Après cette expérience paranormale, Joe et Julie commencent une relation amoureuse extrêmement intense, pour ne pas dire sauvage. Alors je peux pas vous montrer ça tel que c'est dans le film, mais je pense que vous aurez compris l'idée. 3 jours plus tard, il ramène la pauvre Billy de l'hôpital. Et le truc, c'est que Billy, elle est très chelou. Elle essaie de draguer Joe et c'est très gênant. Joe en parle à Julie et ils s'embrassent. Et là, il y a plusieurs trucs qui vont pas. Déjà, le bruit. Joe fait des gémissements tout en l'embrassant et je sais pas, ça me gêne un petit peu. Ensuite, pendant qu'ils se font un câlin, Joe boit en loose day un peu du sirop qu'on a donné à Billy et c'est chelou parce que c'est pas vraiment expliqué, on sait pas si c'est un alcoolique ou quoi. Et puis ce sirop, ça a l'air d'être une sorte de morphine liquide, donc on pourrait en déduire que c'est un toxico. Et puis bref, enfin, pendant ce câlin, il dit un truc très bizarre. Alors c'est vraiment très chelou et je me demande si c'était dans le script ou si c'est Nicolas Cage qui a improvisé ça. Mais bon, bref, ensuite il s'en va et il se colle une fessée à lui-même. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on dirait que ce film, il a été généré par une IA à qui on aurait demandé écrit un film fantastique avec Nicolas Cage qui joue un gros beauf et qui fait n'importe quoi tout le temps. Bon, alors il s'avère que si Joe est parti, c'est parce que depuis le début du film, il avait oublié qu'il avait un boulot. Il est resté chiller avec Julie pendant 3 jours en oubliant de livrer la marchandise qui était dans son camion. Du coup, forcément, son boss, il est pas content. Il colle une mise à pied à Joe et on lui confisque son camion. Et Joe a l'air de mal le prendre, ce qui se comprend, même si c'est assez logique qu'on lui colle cette mise à pied, vu qu'il avait oublié qu'il avait un boulot. Mais ensuite, il rentre chez Julie et direct, il est à nouveau de super humeur. Il danse avec Julie et puis il fume un pétard et la séquence est quand même vachement moins drôle que quand il se défonce la gueule avec Pedro Pascal dans Un talent en or massif. They may try and sell ya, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music. Bon, là, dans Between Worlds, il est défoncé aussi, mais on dirait plutôt un ado qui découvre les joies des paradis artificiels pour la première fois et qui en fait un petit peu trop pour impressionner ses copains. Ensuite, Joe et Julie font des galipettes et là, sans raison apparente, Joe décide de parler de l'exorciste et d'en citer une célèbre réplique. Remember Blair when she had the crucifix? Okay, yeah. Ensuite, Joe fait de la mécanique et quand Julie lui demande s'il pense que le véhicule va pouvoir rouler à nouveau, il fait un son très bizarre, un peu comme s'il imitait un phoque en pleine parade nuptiale. Alors si jusqu'ici vous avez déjà commencé à éprouver de la gêne, alors je tiens à vous dire qu'il est encore temps d'arrêter la vidéo pour éviter le malaise total. Vous êtes encore là? Super, accrochez-vous. Plus tard dans le film, Joe mate la télé avec Billy et là, elle décide d'opérer une sorte de rapprochement. I'm sick. What's going on? You okay? I felt dizzy when I stood up, so I'm just gonna sit here for a while. I can have him. Oh, that's okay. Alors, j'ai censuré, mais c'est bien ce que vous pensez. Billy et Joe sont en plein tiroli-pimpon sur le chihuahua, alors que Julie est juste derrière et elle demande de l'aide pour la vaisselle. Donc voilà, c'est maintenant clair. Billy fera tout pour pécho le mec de sa mère. C'est très dérangeant, mais il y a une raison presque valable à ça. Rappelez-vous que nous ne sommes pas dans un boulard, mais dans un film fantastique. Je vous explique. Au début du film, Joe a dit que sa famille était morte. Oops.
They're dead. Et il explique plus tard dans le film que sa femme est morte en s'endormant avec une cigarette allumée sur le canapé, ce qui a ensuite provoqué un incendie dont elle et sa fille ne sont pas sortis indemnes. Et bah, figurez-vous que Billy est en fait possédé par l'ex-femme de Joe. On le découvre lors d'une séquence qui est encore très perturbante. En gros, Joe n'a plus le droit de travailler tant qu'il n'a pas remboursé une certaine somme d'argent à sa compagnie. Julie, qui est très sympa, décide donc d'aller voir son boss pour payer elle-même la dette de Joe. Et pendant ce temps, à la maison, Billy chauffe Joe, mais comme il hésite, elle lui révèle qu'elle est en réalité Marie, sa femme décédée. En gros, quand Joe a étranglé Julie au début du film pour qu'elle sauve Billy, l'âme de Marie était dans les parages et s'est incrustée dans le corps de Billy. Et pour le convaincre de céder à ses avances, Billy lui dit des trucs que seule la défunte peut savoir. Et Joe, il est très ému et du coup, il décide d'entamer une relation avec elle. Alors c'est quand même pas banal comme situation et on pourrait presque trouver des circonstances atténuantes à Joe, mais très franchement, moi je le juge. À partir de là, ça devient, si je puis dire, la foire à la saucisse. Le film nous bombarde de scènes de plus en plus absurdes, dont une séquence qui restera imprimée sur ma rétine jusqu'à ma mort. En gros, Joe entreprend de nettoyer sa bécane, mais Billy est assise dessus. Alors la séquence de nettoyage se transforme en jeu qui prend rapidement des allures de concours de t-shirts mouillés. Bref, ensuite Julie rencontre une dame qui bosse à l'hosto et qui est bizarrement au courant de son super pouvoir. La dame, elle a tout pigé et elle sait que l'âme de quelqu'un d'autre est dans le corps de Billy. Alors apparemment, la raison pour laquelle la femme de Joe a fait ça, c'est parce que comme 99% des fantômes dans les films américains, elle avait ce qu'ils appellent un unfinished business et qu'en gros, c'est une âme tourmentée. Elle en veut à Joe parce qu'il était toujours sur les routes et jamais à la maison, ce qui a fini par la rendre complètement zinzin. Maintenant, elle le hante et c'est pour ça qu'elle était dans les parages quand Julie a tenté de ramener Billy. Bref, quand Julie rentre à la maison, elle surprend sa fille et Joe en pleine action. Et Joe fait alors ce que tout homme infidèle ferait dans cette situation. Il explique à Julie que c'est pas vraiment sa faute parce que l'âme de son ex-femme est dans le corps de Billy. Une conversation assez lunaire qui se tient alors que Joe n'a même pas pris la peine de remettre son froc. Et puisqu'il est toujours en slip, Julie lui demande de le remettre. Put your fucking pants on! You're gross! Well, I don't know what makes you say that, but... Alors, attendez, là c'est plus possible. Je sais qu'en début de vidéo, j'ai dit que Nicolas Cage était toujours à fond dans ses rôles et qu'il était toujours bon, même dans ses pires films. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est dit « Ok, bon, c'est un navet, j'en ai plus rien à cirer, je vais faire des sketchs. » Parce que soit c'est ça, soit pendant le tournage, personne ne savait vraiment s'il voulait que le film soit une comédie ou un truc sérieux. Et du coup, ils ont fait n'importe quoi. Parce que franchement, là, je suis dépassé par le film. Bref. Finissons-en. Donc ensuite, la femme de Joe assomme Julie et Joe a l'air de trouver ça plus ou moins normal. Ils décident de s'enfuir tous les deux, mais pour ça, il va leur falloir du pognon. Alors la femme de Joe lui dit qu'elle a une idée, aller voler du fric à des potes de Billy qui passent leur journée à fumer et qui, somme toute, n'ont pas l'air de rouler sur l'or, mais pourquoi pas. Alors ils y vont et Joe déboule avec une batte de baseball et commence à les éclater façon Negan. Mais ça part en cacahuète et il prend accidentellement le pistolet de l'un d'eux et le coup part, il lui tire dessus. Le type est mort et l'autre est vraiment en colère, alors il va chez Julie pour lui demander des comptes et essayer de comprendre pourquoi le mec de Julie et sa fille sont venus les cambrioler, lui et son pote. Alors Julie explique tout à ce type et bien sûr, il la croit sans rechigner. Bah quoi, vous avez jamais vu ce genre de cas autour de vous? Genre, personne de votre entourage n'a jamais été possédé par l'épouse morte de Nicolas Cage. Faut sortir plus souvent, hein, c'est des choses qui arrivent. Après avoir volé quelque chose comme 100 $ à ces types, Joe et Marie décident de se rendre dans la maison où ils vivaient du temps où Marie était encore en vie. Joe y retrouve un jouet de sa fille et ça le rend triste. Et puis, pendant ce temps, Julie et le jeune homme décident de ne pas appeler la police. Oui, non, pourquoi est-ce qu'on appellerait la police après un meurtre? Non, quelle drôle d'idée, hein. En fait, ils ont peur que tout retombe sur Billy, alors ils décident de gérer ça tout seul. Donc,
Ils se rendent là où sont Joe et Marie. Mais vous allez me demander, mais comment est-ce qu'ils font pour savoir où sont Joe et Marie? Eh bien tout simplement grâce au pouvoir de Julie qui a demandé au jeune homme de l'étrangler et avec ça, elle a pu localiser notre couple en cavale. C'est pratique, c'est mieux qu'un GPS. Bref, Julie et le pote de Billy débarquent avec un flingue et confrontent Joe et Marie. Mais Marie a un flingue aussi, et alors que la tension est à son comble, la femme de Joe décide de lui faire une terrible révélation qui va tout changer. Elle lui explique la vraie raison pour laquelle leur fille est morte, et c'est parce qu'elle est folle. Elle révèle qu'elle a tué leur fille et qu'elle a ensuite accidentellement incendié la maison, se tuant par la même occasion. Donc, pour être sûr que vous avez bien compris, elle voulait juste tuer leur fille. Ça, c'est pas un accident. L'accident, c'est l'incendie et sa mort à elle. Alors quand Joe apprend ça, forcément, il est pas bien. Mais bon, avec tout ça, ils ont oublié que Julie et le pote de Billy étaient là à les braquer. Julie en profite pour sauter sur Marie, mais Marie lui tire dessus, et là, l'esprit de Julie s'en va dans le monde parallèle des morts. Et là, on est presque dans Insidious. En gros, Julie rencontre Marie et la fille de Joe dans le monde des morts, pendant que Joe est en train de devenir encore plus fou et de chialer en pensant à sa fille. Pendant ce temps, il s'avère qu'apparemment, Julie a réussi à faire revenir sa fille Billy dans son corps, mais bon, ça c'est pas vraiment expliqué, on sait pas trop comment elle a fait. Mais Julie n'a pas survécu, et Billy se réveille donc à côté du cadavre de sa mère, ce qui n'est pas vraiment le réveil le plus sympa du monde. Et dans la pièce d'à côté, on a totalement perdu Joe. Il rampe par terre comme un fou, il chope un bidon d'essence, il s'offre une dernière clope et il fait comme faisait Johnny, il allume le feu. Il suffit d'une étincelle, une œuvre d'amour pour allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Alors là, je sais bien que j'ai changé la musique, mais par contre, si vous n'entendez pas Joe crier, eh ben j'y suis pour rien. Il crame dans le plus grand des calmes et c'est curieux, mais en même temps, franchement, au point où on en est, on va pas s'étonner pour ça. Billy et son pote fuient cette baraque en feu et on pourrait croire que le film est fini, mais non, on a droit à un flashback. Un flashback de quoi? Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur le monde des fantômes? Est-ce qu'on va découvrir un truc incroyable qui donne un peu de sens à cette histoire complètement barrée? Eh ben non, non, pas du tout. Le film se termine par une séquence de flashback très étrange qui n'apporte rien à l'intrigue puisqu'elle nous montre Joe quand il était jeune qui assiste à une dispute entre sa mère et son père. Du coup, il sort son fusil à pompe et il flingue son père et hop, générique. Alors, eh ben, il est temps de faire un petit bilan. Bon, alors, je maintiens, c'est clairement le film le plus malaisant auquel ait participé Nicolas Cage. J'adore Mandy, qui est très bizarre, mais Between Worlds, c'est pas bizarre, c'est un concentré de mauvaises idées et de malaise à l'état pur. Nicolas Cage, il est complètement en roue libre, Franka Potente, elle fait de son mieux, mais l'ensemble, il est complètement à côté de la plaque. C'est surréaliste, mais c'est même pas vendu comme un film surréaliste. C'est un truc qu'on a vu un jour débouler dans les bacs à DVD, avec une jaquette qui faisait plus penser à un genre de Ghost Rider qu'à un film d'auteur. Le ton, il est complètement à l'ouest, l'histoire, elle est malsaine, il y a de gros soucis d'écriture, c'est très décousu, et puis c'est pas toujours très clair. Nicolas Cage, il a fait beaucoup de films douteux, mais celui-ci, il atteint des sommets en termes de n'importe quoi. Mais bon, en vrai, Between Worlds, eh ben, il est pas si horrible qu'il en a l'air. Et je vous jure qu'il y a des trucs bien. On sent que la réalisatrice, elle a un vrai goût pour le surréalisme et qu'elle est fan de la série Twin Peaks de David Lynch. Elle en reprend le côté onirique et déroutant, ses phases de comédie un peu grotesques et même la musique semble inspirée par celle de la série. Et puis, alors il y a un truc que j'ai franchement bien aimé, c'est qu'elle n'hésite pas à virer dans des délires méta que je trouve plutôt cool, comme quand Joe se retrouve à lire un bouquin qui s'appelle Les Mémoires de Nicolas Cage. Et puis d'ailleurs, elle multiplie des références à d'autres personnages de la filmographie de Nicolas Cage. On a par exemple une référence très claire à une séquence des Ailes de l'Enfer qui survient au début de Between Worlds quand Joe croit qu'il vient de sauver Julie d'une agression. Mais genre, c'est carrément la même réplique. Don't treat women like that.
Mais bon, au final, Between Worlds, même si il a certainement de bonnes intentions, ça reste un ratage total et c'est clairement un nanar involontaire. Et c'est pas bon, mais c'est presque hypnotique tellement c'est foiré. Et puis bon, toutes ces scènes olé olé, c'est quand même assez embarrassant. Voir Nicolas Cage faire ça, c'est un peu comme nos parents. On est au courant qu'ils ont potentiellement une vie sexuelle, mais on veut pas le savoir et surtout, on veut pas le voir. Avant de nous quitter, je voudrais quand même vous montrer une critique positive du film qui m'a l'air sincère, qui a été signée il y a 4 ans par un utilisateur de Google qui s'appelle SomeDude. Je ne sais pas sur quoi portent les critiques négatives. Rotten Tomatoes a toujours tort. Pendant les premières minutes du film, j'étais sur le point de l'arrêter et je pensais que Nicolas Cage était fichu. Mais heureusement, j'ai continué à regarder et cela s'est avéré être une comédie noire super divertissante, tordue, avant-gardiste, décalée, avec une intrigue étrange et une performance stellaire de tous les acteurs, en particulier Cage et la jeune fille. Mais ce n'est probablement pas pour tout le monde et certainement pas pour les personnes fermées d'esprit ou qui sont choquées par certaines choses, parce que Cage devient intime avec la fille de sa petite amie, MDR. Je pense sérieusement que Cage devrait remporter des prix pour ce film et qu'un jour ce sera un classique. Je le regarderai plusieurs fois, c'est sûr. C'est juste une balade folle et amusante. Alors, si cet avis positif vous a chauffé et que vous êtes curieux et que vous avez envie de voir ce film, sachez qu'il est disponible en streaming sur Prime Video. Et puis, je pense qu'en cherchant un petit peu, vous pouvez le trouver en DVD pour pas trop cher. Mais bon, honnêtement, il y a quand même bien mieux dans la filmographie de notre bonhomme. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire quelle est, selon vous, la plus belle pépite sous-estimée dans laquelle il a joué. Perso, là, comme ça, je vous recommanderais Primal, qui est plus ou moins Piège en haute mer avec un jaguar féroce en liberté dans un paquebot, mais aussi Kevin Durant en psychopathe et Famke Janssen en love interest de Nicolas Cage. Primal a été écrit dans les années 90 et même s'il a été tourné en 2018, on jurerait qu'il vient tout droit de cette époque. Si vous voulez y jeter un œil, ça tombe bien, il est également dispo sur Prime Video. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt ici ou ailleurs pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.